Au XVIe siècle, la notion d'utopie est inventée à travers l'œuvre de Thomas More. Il expérimente dans une île une sorte de société idéale. Ce n'est pas sur une antique tablette grecque que l'on trouve pour la première fois le mot utopie, mais sous la plume d'un certain Thomas More, un londonien en mission diplomatique aux Pays-Bas qui écrit au tout début du XVIe siècle un ouvrage qui s'intitule Utopia et qui a pour sous-titre Le traité de la meilleure forme de gouvernement. Ce livre nous raconte l'histoire de Raphaël Itlodé, un explorateur portugais qui, lors d'un voyage en Amérique, fit la découverte d'une île, l'île d'Utopie. Raphaël nous décrit d'abord une île qui ne l'a pas toujours été. L'île fut dans un premier temps rattachée au continent voisin par un isthme, une bande de terre. Mais les utopiens, pour se défendre des invasions et pour se mettre à l'écart, ont creusé l'isthme tel qu'il fut transformé en détroit. Sur cette île se trouvent 54 villes identiques. Les habitants, leur langue, leur culture sont homogènes. Les lois sont les mêmes partout. Et ces villes sont aménagées quasiment de la même manière. Ces 54 villes forment l'État utopien, et à sa tête se trouve un prince. Le prince siège à la capitale de l'île, la ville d'Amoroth. Il est élu par les protophylarques et les phylarques parmi 3 autres candidats, préalablement choisis par le peuple. Les protophylarques et les phylarques, ce sont des sortes de sénateurs et de députés si vous voulez, c'est-à-dire une chambre haute et une chambre basse comme on peut le trouver en France, en Angleterre et ailleurs aujourd'hui. L'île d'Utopie est donc une république, puisque le chef est désigné par le peuple et ses représentants. En utopie, les biens sont communs, et la propriété privée n'existe pas. C'est l'État qui distribue aux utopiens ce dont ils ont besoin. Chaque homme et chaque femme doit s'acquitter de 2 ans de service agricole, à l'image du service militaire que l'on connaît mieux chez nous. Ce service rempli, les utopiens peuvent rester travailler la terre s'ils le souhaitent, mais ils préfèrent en général préserver leur santé des tâches pénibles pour plutôt s'adonner à l'art et aux études, et notamment celles de philosophie. Ensuite, au XVIIIe siècle, l'utopie devient plus nettement politique. C'est notamment la période du socialisme utopique. Et au niveau architectural et au niveau urbain, on va retrouver la notion de phalanstère. Le phalanstère, c'est chez Fourier une espèce de micro-société dans laquelle on peut atteindre une forme d'égalité. Un phalanstère, c'est un lieu, quelque chose qu'on pourrait appeler aussi un palais social. Parce que dans la pensée de Fourier, tout le monde a droit au luxe. Il n'y a plus de pauvreté. Donc un palais confortable. Un palais où chacune et chacun trouve sa place. Alors ceux qui se réclament de sa pensée ensuite rêvent à des phalanstères. Et pour certains, tentent d'en construire. Le socialisme utopique va être expérimenté à travers le fait ministère de Guise, puisqu'on va associer une ville, des logements, des infrastructures à la fonderie. Près de ses ateliers industriels, il va construire un vaste palais pour les familles des ouvriers employés de l'usine et aussi pour ceux qui font fonctionner ce lieu-là, fondé sur l'idée de d'une association coopérative du capital ou du travail où les travailleurs sont maîtres chez eux. Le familistère et l'usine appartiennent à ceux qui travaillent et habitent, ils n'appartiennent plus à un patron à partir du moment de la création de cette association. Donc une organisation qui est radicalement différente de toutes les organisations patronales qu'on peut connaître par ailleurs. Chez Gaudin, le cœur de la vie en société, c'est la famille. Le palais de Gaudin, c'est le palais des familles à Guise, avec des logements qui sont vraiment très confortables pour l'époque. On vit beaucoup mieux à Guise dans le palais social qu'à 3 ou 5 kilomètres de là, chez les pauvres miséreux qui n'arrivent pas à vivre convenablement au quotidien. On y vit très très bien. Il y a un théâtre. Pourquoi un théâtre? Parce que, selon Gaudin, la vie en société, ça passe aussi par l'épanouissement culturel. Et puis il y a une piscine. Cherchez-en 3 autres de plus dans tout le nord de la France au 19e, je vous souhaite bon courage. Il y a une école, et l'accent est mis de manière approfondie sur les vertus de l'instruction et de l'éducation. Parce qu'au XIXe siècle, ils sont nombreux à penser que la liberté pour chacun et pour tous passe par l'éducation. Le but du féministère, c'est pas de vivre en autarcie, c'est pas de s'isoler du monde, c'est de se distinguer du monde. Pour montrer que ici, une nouvelle société est en train de s'inventer, si ça ressemble à tout ce qu'il y a autour, personne ne le verra, ça n'intéressera personne. Donc il faut vraiment se distinguer du monde environnant sur le plan économique, sur le plan social, mais sur le plan architectural aussi. C'est un palais d'importance. Donc ça, dans l'environnement du familistère, ça détonne. Imaginez au moment de sa construction, on n'avait jamais vu une construction d'une telle ampleur. Au XXe siècle, lors de
des immigrations juives en Palestine, les premières immigrations, vont apparaître les kibboutz. Les kibboutz, c'est une forme, en fait, de socialisme utopique, puisque ce sont des petites infrastructures qui vont se mettre en place lors des premières aliyas. En hébreu, le mot veut dire réunion, rassemblement, groupe. L'idée, c'est celle d'une petite communauté qui vit et travaille ensemble pour le bien de tous. Le kibbutz est né il y a plus d'un siècle dans ce qui est devenu aujourd'hui Israël. Le tout premier kibbutz d'Egania Aleph a été fondé en 1909 par de jeunes immigrants juifs originaires d'Europe de l'Est. Une dizaine d'hommes et de femmes inspirés par les idées sionistes et socialistes. Ils ont installé leur ferme sur les rives du lac de Tibériade dans la Palestine, alors sous mandat britannique. Le principe fondateur est celui de l'égalité, y compris celle des sexes. L'expérience est un succès et se transforme bientôt en mouvement plus large à partir de 1927. Les installations se multiplient dans des secteurs stratégiques alors que les tensions augmentent avec les habitants palestiniens. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus de 70 000 personnes vivent dans plus de 200 kibbutz. Des kibbutz qui sont devenus un élément central de l'installation des colons juifs et finalement de la création de l'État d'Israël en 1948. Alors, plus de 70 ans après la création de l'État hébreu, que reste-t-il des kibbutz et de leur idéal de départ? Dans une société capitaliste, ces communautés collectivistes ont-elles encore leur place? La crise économique qui a frappé Israël en 1985 a mené à la faillite de nombreuses exploitations. Certaines ont été privatisées et pour survivre se sont transformées en centres de vacances ou en éco-villages. Malgré tout, il reste aujourd'hui quelques 270 communautés qui tentent de poursuivre l'aventure. When you have a lot of money, you can be socialist. זה לא רמיש פה, מתקדמים, כמו שמתקדם כל העולם. The kibbutz surrounded itself with a fence, but the fence became a wall, and I wanted to break this wall. La nouvelle génération, à mon goût, ne s'investit pas assez. Elle vit sur ses aises. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'ils ont été nourris avec des cuillères en or. Et encore, la cuillère, ils ne la portaient pas. À quelques mètres de la plage, des jardins entretenus, des maisons identiques et des voiturettes de golf. Je m'appelle Sandrine, je suis arrivée au kibbutz Magan Michael il y a 27 ans, mère de 3 enfants. Le kibbutz pour moi est quelque chose de fantastique, c'est le meilleur endroit dans le monde à mon goût. C'est surtout l'un des plus riches d'Israël. À Magan Michael, il y a entre autres un terrain de football, des usines, un zoo et une clinique. Mais le kibbutz est resté shitufim, collectiviste en hébreu. Il n'en reste qu'une trentaine dans le pays. Après la Seconde Guerre mondiale, Le Corbusier se retrouve dans la ligne droite de ce qu'était l'utopisme avec Charles Fourier et ses phalanstères. Et c'est notamment les cités radieuses qu'il construit, dont la première à Marseille. Cette unité, c'est une cité-jardin verticale qui groupe 1600 personnes en un seul bloc d'habitation. Les avantages les plus clairs, c'est libérer la femme, la maîtresse de maison, des contraintes domestiques qui sont un véritable esclavage et qui peuvent être facilitées par l'organisation des services communs, tels que les ravitaillements dans la maison elle-même, par coopérative, la médecine préventive et le dispensaire, la culture physique réalisée dans cette unité d'habitation, les clubs d'enfants à tous âges également qui permettent au moment de sentir que leurs enfants se trouvent en bonne compagnie et sous une discipline, soit de l'autodiscipline, soit une discipline gardée. Cette cité-jardin verticale permet l'élevage, pardonnez-moi le mot, l'élevage de l'enfance. Une enfance qui peut être dans l'air, le soleil et l'espace, la verdure, et qui peut avoir alors toutes les conditions morales et physiques d'un bon développement. La liberté par l'ordre, c'est précisément en mettant chaque chose à sa place. Si vous groupez les 350 maisons les unes sur les autres, d'une certaine manière savante et bien ordonnée, vous arrivez à briser toutes les distances et à permettre la réalisation
des fonctions qui constituent ce qu'on appelle la vie domestique. On ne sépare pas mieux les gens que de les mettre à étages différents, puis on les sépare entièrement par la technique de l'insonorisation parfaite, absolument intégrale. La manière de développer une famille, c'est d'avoir les 3 facteurs réclamés par la charte d'Athènes des Siam, soleil, espace, verdure. Et c'est là que l'unité d'habitation groupée permet d'avoir le soleil, l'orientation absolument optime pour chaque endroit du logis, puis d'avoir l'espace et la verdure mis à disposition autour même de la maison grâce au groupement.